Bonsoir à tous et bienvenue sur Economia. De quoi rêvent les Algériens et que leur est-il proposé en face par les pouvoirs publics? C'est là l'essentiel de ce dont nous allons débattre avec nos deux invités, rompus depuis longtemps aux questions économiques et sociales. Deux invités que je vous présente. Abdelkrim Boudra, vous êtes le porte-parole du collectif Nebni, un think tank largement rassembleur à tous ceux qui peuvent et veulent proposer, contribuer et soutenir des idées positives pour une Algérie meilleure, un collectif apolitique et à la démarche participative. Les membres sont de plus en plus entendus, de là à être écoutés et suivis, je ne sais pas, vous nous direz ce qu'il en est. Yacine Tegia, votre premier engagement a été au PAGS, le parti d'avant-garde socialiste, puis membre du Conseil national du mouvement At-Tahaddi. Et vous êtes aujourd'hui le secrétaire général du MDS, le mouvement démocratique et social, qui est l'héritier de ce courant de gauche moderne qui prône la rupture avec le système rentier et l'austérité néolibérale. Vous êtes par ailleurs producteur de cinéma. Dois-je croire qu'il faut faire un lien entre la politique et le cinéma ? Au MDS, certainement, puisque le précédent secrétaire général, un des précédents, Lhesh Michlif, était lui-même réalisateur à la télévision. Et dans ce courant, nous avons eu aussi de nombreux autres artistes, que ce soit le regretté Bachir Hadji Ali, dont nous avons commémoré le 25e anniversaire de la disparition, qui était poète, ou Aloula, le dramaturge, ou encore quelqu'un comme Khedda, le peintre. Voilà, il y a un lien, je pense. Ça, c'est pour le MDS et pour la politique et les politiques de manière générale. Est-ce qu'il faut faire un lien avec le cinéma ? Alors, vous me tendez la perche pour battre les politiques. Non, je ne crois pas que les politiques soient en représentation permanente. Ce qui serait le cas s'ils faisaient du cinéma. Je pense qu'ils défendent avec conviction des idées auxquelles souvent je dois m'opposer. Mais ce n'est pas du cinéma, c'est la réalité, c'est un combat d'idées auquel les gens sont attachés. Alors un combat d'idées, c'est ce qui peut-être vous avez en partage, Nebni, avec ce parti politique certainement, et d'autres partis politiques, oui, dans des sphères différentes, mais qui sont complémentaires. Et on ose espérer que pour notre société, un peu les associations, les universitaires, les acteurs politiques à qui il faut tirer chapeau parce qu'ils activent dans un environnement peu propice, un peu au péril de beaucoup de choses. Et donc, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui tentent de faire des choses, notamment dans le domaine politique. Est-ce que vous-même, vous seriez tenté de faire de la politique ? Non, c'est la question qu'on nous pose depuis longtemps. On a appris qu'on finalement on faisait de la politique d'une autre façon. Donc on admet aujourd'hui que du fait que nous proposons des choses sur la gouvernance, sur les politiques publiques, nous sommes dans la politique au sens large, les affaires de la cité, mais la politique au sens partisan, au sens de positionnement par rapport à des courants ou des personnes ou des programmes, c'est sans aucun doute, Nebni n'est pas du tout dans ça. On a fait ce choix de ne pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'on a eu à nous expliquer. C'est pas parce que par défiance par rapport à la société politique ou non, c'était parce qu'on a choisi ensemble ce qu'on savait faire. Nous sommes quelques dizaines de gens et on a pensé que notre pays avait aussi besoin, à côté de l'action politique, de gens qui proposaient des idées, justement pour ces politiques. Oui, mais vous pouvez peut-être nous laisser sur notre faim, ou laisser certains sur leur faim, puisque on a peut-être envie maintenant que vous puissiez passer à autre chose. Une force de proposition, une force réelle de l'action. J'aurais aimé, mais c'est pas le cas, donc je vais pas vous mentir ni. Non, on n'est pas dans ça, mais encore une fois, il faut pas être nombriliste. Nous ou les autres, nous ne sommes pas l'Algérie, nous sommes une partie et la solution doit être plurielle. Chacun va contribuer. Le collectif Nebni, depuis le début, a dit peut-être que nous avons une modeste contribution à faire, c'est celle du domaine des idées. Qui peut être en confrontation avec les autres idées, mais qui n'est pas dans des postures partisanes, politiques. Alors en vous invitant tous les deux aujourd'hui, j'ai voulu le faire pour recueillir vos appréciations sur à la fois l'état des lieux, de la situation économique, sociale, mais également votre avis aussi sur la manière dont était gérée cette situation par les pouvoirs publics. J'aimerais connaître votre avis.
Mais avant cela, Nebni vient tout récemment de commander donc une étude pour savoir de quoi en fait rêvaient les Algériens. Alors, de quoi rêvent-ils pour l'essentiel? Alors, Nebni a réalisé une enquête qualitative électronique dont nous avons publié le 7 mai les résultats lors d'un débat public. Nous avons réalisé une étude en posant des questions assez simples aux Algériens de quelle Algérie rêvons-nous, rêvez-vous, et on a essayé de traiter ça. Et vous pouvez d'abord consulter la synthèse de l'étude sur le site nebni.org, et vous pouvez également donner votre avis parce qu'on va réouvrir le sondage les jours à venir. Les Algériens, on a été un peu impressionnés par un peu la qualité du rêve qui est au-dessus un peu des débats contingents que nous regardons, mais encore une fois, c'est pas par utopie, mais les Algériens aussi ont envie de se projeter. Alors, pour revenir à vos sujets, sur le plan économique, indiscutablement, ils veulent qu'on sorte de la rente, d'une économie totalement dépendante de la rente. Ils veulent qu'on aille vers le renouvelable. Ils veulent qu'on ait un peu plus de gouvernance dans le domaine économique. Ils veulent que notre économie s'ouvre au monde. Ça, c'est sur le volet économique, mais également sur le volet du vivre ensemble. Ils veulent une Algérie plurielle, une Algérie tolérante, une Algérie où les Algériens puissent s'exprimer. Donc, toutes ces idées sont dans le rapport que vous pouvez télécharger librement. Et nous allons lancer les semaines et les mois à venir d'autres débats pendant Ramadan et après pour approfondir les différentes questions. Alors, les idées que vous venez de rappeler sont des idées qui restent classiques, qu'on a l'habitude d'évoquer. Mais est-ce qu'il y a eu des idées innovantes, inédites? Et il y en a eu beaucoup, c'est-à-dire je vous ai cité les rassembleuses, celles qui un peu me semblaient adaptées par rapport les Algériens, par exemple sur tout ce qui est ouverture au monde, on proposait des benchmarks, des comparaisons avec des pays, l'Algérie digitale telle que l'aperçoivent les jeunes. C'est en tout cas des idées peut-être un peu classiques, mais qui ne sont pas dans le débat public. Nous proposons la pluralité sur le plan un peu doctrinaire, sur le plan des religions, la tolérance. C'est pas des idées qui sont aujourd'hui mises en avant, en tout cas pas nos rêves. Yassine Tegha, alors au MDS, on partage un peu les mêmes idées que celles qu'a recueillies Nebni? On partage très largement, et c'est notre vocation de partager les idées de la société algérienne, de les promouvoir, de les défendre. Alors notre approche, elle est différente. Ce n'est pas par des sondages et des études qui nous sont utiles, qui nous servent de référence, mais c'est tout simplement en observant les luttes des Algériennes et des Algériens qu'on comprend quelles sont leurs aspirations. Quand à Insalah, à Toudja ou à Zelout Youssef, les gens manifestent pour défendre leur environnement, on comprend qu'une nouvelle question a émergé dans la société algérienne. Quand des jeunes Algériens coupent des routes en mettant des pneus enflammés pour avoir l'adduction en eau potable ou en gaz ou en électricité, on comprend que les Algériens refusent un certain nombre d'inégalités en matière de développement des territoires, etc., etc. Donc c'est de ce point de vue-là, c'est dans l'action que nous prenons connaissance justement des aspirations, des rêves, des utopies concrètes des Algériens. Et quelles sont les réponses selon vous qui sont apportées aujourd'hui? Est-ce que les pouvoirs publics apportent les bonnes réponses à ce type de situation, à cette exigence, à ces demandes, qui sont un peu loin du rêve, puisque on n'est pas tout à fait dans le rêve, là, on est peut-être dans le besoin immédiat pour les faits que vous venez d'évoquer? Oui, alors les réponses, elles sont de deux ordres. Une des premières réponses, malheureusement, c'est souvent la répression. Quand des jeunes chômeurs manifestent pour réclamer des emplois, qu'ils se retrouvent emprisonnés et même poursuivis, comme c'est le cas de Khencha à Larouat, qui aujourd'hui est menacé d'être encore condamné une nouvelle fois après avoir séjourné en prison, on est
là encore, dans ce premier mouvement, on va les dire, ce premier type de réaction. Un deuxième type de réaction, malheureusement, consiste souvent de la part du pouvoir à dévoyer les aspirations de la société algérienne, c'est-à-dire l'aspiration à la paix. L'aspiration à la paix, une aspiration toute légitime d'une société qui a dû affronter le terrorisme islamiste. Qu'elle aboutisse à amnistier des égorgeurs, c'est une manière de dévoyer cette aspiration, légitime, elle. Donc voilà, on peut se retrouver. Et troisième des choses, on ne peut pas faire que des reproches et considérer que le pouvoir ne fait que des mauvaises choses. Il entend aussi parfois ces nécessités, il essaye de les gérer à son rythme et dans le sens des intérêts qu'il incarne. Alors, ça va être un mouvement contradictoire, ça va être des changements d'alliance, ça va être des mesurettes parfois, mais trop souvent avec une volonté de contrarier l'idée même d'une rupture qui est au cœur même des aspirations des Algériennes et des Algériens. Il y a une radicalité dans le rêve algérien que le pouvoir n'est pas en capacité aujourd'hui d'assumer. Alors, intéressant, cette question de capacité ou d'incapacité, mais est-ce qu'il n'y a pas des points où la politique économique où les mesures économiques sont bien prises en charge? Alors, sont les bonnes? Il peut arriver. Ces derniers temps, le MDS peut totalement souscrire à la politique qui a été établie en matière, par exemple, de quotas d'importation. On a vu comment, malheureusement, d'abord il y avait des choix. Je vais prendre un secteur dans l'automobile, c'est pas du tout un choix que nous pouvons considérer comme judicieux. Il y avait très certainement un besoin en matière de transport. Il fallait apporter une réponse aux demandes des Algériens en matière de transport. Ce n'est pas forcément la bonne réponse qui a été apportée en favorisant la consommation individuelle de véhicules, l'achat, etc. C'était une solution individuelle qui se fait en plus au détriment des équilibres de la balance commerciale algérienne, qui se fait en plus quand le ministre du Commerce nous dit que les importations se font parfois avec de la surfacturation qui peut atteindre 30% des montants et voire plus parfois, lui-même l'a reconnu que ça pouvait atteindre 200 et 300% de la valeur des produits. On voit bien que c'est pas des choix, c'était un choix effectivement judicieux que de vouloir contingenter dans la situation que nous connaissons. En même temps, il y a d'autres mesures, comme l'amnistie fiscale, que nous ne pouvons pas partager. Qu'on l'habille du vocable de taxation forfaitaire libératoire ou de bancarisation, il s'agit d'une amnistie fiscale. Et elle est dans le prolongement de l'amnistie des terroristes islamistes. On est dans cette... Elle a un côté idéologique. Et en même temps, on voit bien qu'il aurait fallu procéder autrement. Au MDS, on mettrait plutôt en avant l'idée de changer la monnaie. On change la monnaie. Le MDS arrive au pouvoir, il change la monnaie immédiatement. Très bien. Alors on va écouter Abdelkrim Boudra sur un peu tous ces volets. Alors, changement de monnaie, changement total de monnaie, sur la limitation des importations, limitation drastique. Enfin, est-ce que vous, chez Nebni, est-ce que vous partagez ce type d'idée ou est-ce que vous n'êtes pas aussi radicaux Non, c'est pas en termes de radicalité. Nebni, en 2011, 2012, on a posé un constat. Et on a essayé de sérier les différents types de problèmes de l'économie algérienne, puisque vous parlez de l'économie, et certains points de gouvernance. Et on a dit, on a les causes racines qu'il faut traiter. Nous avons une économie rentière, couplée à un régime politique autoritariste, pour ne pas aussi occulter l'aspect politique, mais c'est pas l'objet. Et il faut impérativement. Non, oui, on la nie pas, mais c'est pas sur ces terrains qu'on veut aller, qu'on a des choses à dire. Il y a des gens qui peuvent le faire beaucoup mieux que nous. Mais ça ne nous dédouane pas de la cohérence dans l'analyse. C'est-à-dire, on a dit que le challenge que nous devons tous relever, c'est de diversifier l'économie algérienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons un grand mal, c'est le fait que nous dépendons de la rente pétrolière avec des prix erratiques. Et nous avons fait des simulations
qui aujourd'hui s'avèrent vraies. Il y a 4 ou 5 ans, et on a dit attention, on a utilisé l'image du Titanic qu'on a reprise entre-temps à satiété, c'est de dire il faut engager le virage pendant qu'il est temps, pendant qu'on a un peu les ressources, parce que plus on tarde, moins on pourra agir. Éviter l'iceberg. L'iceberg et essayer de faire un... après, si on est à quelques mètres de l'iceberg, il n'y a absolument rien à faire. Nous ne pouvons que constater que nous n'avons pas fait suffisamment de réformes dans ce sens-là et que nous sommes toujours aussi dépendants et avec une réaction qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc ça, c'est factuel. C'est-à-dire tous les analystes économiques peuvent considérer que nous n'avons pas engagé les réformes de fond qui nous permettent de sortir de cette dépendance de la rente et nous attendons peut-être de manière consciente ou inconsciente que les prix remontent. Il y a même certains bons esprits prospectivistes qui nous rassurent en nous disant patientez un peu, ça va remonter. C'est très dangereux ça. À 100 $, on est dans le rouge. À 120 $, on est dans le rouge. À 50 $, on est dans le rouge. La situation est quasiment égale. Donc le mal est profond. Nous sommes une économie totalement dépendante de la rente avec une faiblesse de la gouvernance. C'est-à-dire, à la limite, on aurait pu théoriquement supposer qu'une économie avec une rente, ça peut fonctionner, mais là, nous avons à côté un système de gouvernance peu transparent, qui permet qu'il y ait de la corruption, qui permet qu'il n'y ait pas de redevabilité. Nous ne savons pas comment les politiques sont réfléchies, comment elles sont menées, comment on rencontre. Donc, on a un cocktail un peu toxique qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation difficile. À côté de cette analyse de fond, il y a l'urgence. L'urgence, c'est qu'on a entre-temps un prix du baril qui a sombré et nous sommes saisis de ce sujet il y a une année et on a dit au gouvernement algérien, aux acteurs, allez, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? On a dit qu'il faut faire des mesures d'urgence. On en a proposé une dizaine dans le plan qu'on a appelé ABDA, ABDA acronyme. Donc arrêter les dégâts et les gaspillages pour le A, booster et transformer l'action publique, démarrer les réformes difficiles pour le D et accélérer les réformes pour le dernier A. On a proposé ça il y a un peu plus d'une année. On a rendu public nos propositions comme toutes les productions de Nebni, mais après, on a constaté que les réactions des pouvoirs publics ne sont pas à la hauteur des enjeux, et je pense que là, l'ensemble des acteurs peuvent être plus ou moins d'accord sur ces questions-là. Nous n'avons pas les réactions de pays comme le Venezuela ou même comme l'Arabie Saoudite récemment qui a annoncé... Pourquoi le Venezuela réagit bien? C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a un peu plus d'une année et demie, et sur le plan de l'organisation, ils s'étaient mieux pris que nous. C'est-à-dire ils ont tenté de faire une analyse. Eux, ils ont de gros problèmes politiques qu'apparemment nous n'avons pas en même poids, en tout cas sur la prise de décision, l'action des pouvoirs publics. C'est pas pour dire que ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela est bon, mais il y a une année, ils ont installé des équipes et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, qui ça fait quelques semaines aussi, a annoncé quelque chose. Bref, pour dire que nous avons proposé une feuille de route qui s'appelle ABDA et qu'aujourd'hui, pour conclure sur votre question, nous n'avons pas observé des réactions à la hauteur de ces défis. Ça ne vous étonne pas حان الآن موعد صلاة العشاء حسب توقيت الجزائر العاصمة وضواحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. On ne réagisse pas comme il le faudrait au niveau des... Pour ma part, je ne pense pas que le pouvoir ne réagit pas. Il réagit en fonction de ses intérêts. Et y compris parfois l'absence de réaction est une réaction en elle-même. C'est un refus de faire un certain nombre de changements, de procéder à un certain nombre de réformes. C'est un choix. Il correspond à un certain nombre d'intérêts. Oui, mais il ne risque pas d'aller droit dans le mur Alors, moi, je ne partage pas toujours les scénarios extrêmement pessimistes qui ont vogue ces derniers temps à propos de l'avenir incertain de ce pouvoir et qui serait lié un peu mécaniquement au cours du prix du baril. L'expérience m'a montré que le système a pu faire face à un baril à 10 $, à un plan d'ajustement structurel et à une confrontation avec l'islamisme armé. Donc, et il s'en est sorti, bien sûr, avec la participation de la société qui a consenti de lourds sacrifices. Et qui va encore en consentir? Alors, c'est ça la nouveauté. La société, par son attitude, en refusant de l'austérité à nouveau, en refusant qu'on renonce à un certain nombre d'investissements publics, elle est en train d'exprimer, non pas, je pense, un désir de rente, quoiqu'elle s'en saisira s'il n'y a pas d'alternative, mais elle est en train d'exiger, au contraire, du pouvoir qu'il mène les réformes nécessaires. Et des réformes qui ne sont pas liées uniquement à ce qui semble être le souci aujourd'hui du pouvoir, qui est de réaliser les conditions pour favoriser l'accumulation au niveau national. La société est en train, grosso modo, de dire l'accumulation au niveau national, ce n'est pas suffisant pour garantir le développement. Pas plus qu'hier, quand on nous faisait la promesse, avec la paix, il y aura le développement. Ce n'est pas une garantie. C'est des ruptures, aussi bien effectivement au plan politique, avec le despotisme, pour aller vers un véritable état de droit, pour aller vers une véritable démocratie. C'est des ruptures au niveau du socle socio-économique, c'est-à-dire en finir effectivement avec la rente, mais avec aussi une forme de néolibéralisme adossé à la rente, c'est-à-dire à une forme de transformation de la rente en capital spéculatif. Et on voit, pardon, cette tentation à travers l'emprunt obligataire. Quand on constate que l'emprunt obligataire qui vient d'être lancé capte pour l'essentiel des ressources financières qui sont celles d'entreprises publiques qui sont déjà bancarisées, ou qu'on va chercher cet argent dans les caisses de sécurité sociale, les caisses de retraite, etc. C'est-à-dire qu'on est pratiquement en train de dire aux retraités, la retraite par solidarité intergénérationnelle, c'est fini. Il faut commencer à penser d'une certaine manière à une forme de retraite par capitalisation. On est devant ce type, je pense, de dévoiement de la nature des caisses de retraite. Elles ne sont pas là pour financer l'économie, les caisses de retraite ou les caisses d'assurance sociale. Elles sont là pour assurer la solidarité. C'était déjà le cas avec la caisse de chômage. D'accord. Alors, ça fait longtemps que vous réfléchissez à ces questions, à ces crises qui nous ont menés jusqu'à la crise et qui sont toujours là. Mais quelles sont les solutions, les réponses que vous apportez au MDS? Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, il s'agit... Si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez? Alors, il s'agit fondamentalement de changer le socle socio-économique de notre pays. Nous avons, je vous le dis, aujourd'hui, une économie qui fait la part belle aux intérêts liés au capital spéculatif. Dans spéculatif, c'est pas un terme péjoratif, c'est simplement, il recouvre le capital financier et le capital commercial, ce que les Algériens ont l'habitude d'appeler tout simplement l'import-import. On favorise l'import-import en Algérie. Et les banques qui, elles-mêmes, sont liées à l'importation, qui font l'essentiel de leur chiffre d'affaires dans l'importation. D'accord, donc c'est ce mécanisme que vous voulez briser. Il s'agit de briser, favoriser l'économie productive, favoriser effectivement les entreprises qui produisent, qui créent de la richesse dans ce pays. D'accord. Alors, autre solution aussi, que vous pouvez engager. Les solutions, c'est aussi améliorer les conditions de vie des travailleurs. C'est en soi
un moteur de l'économie. On a tendance aujourd'hui à vouloir mettre en avant des solutions basées sur l'austérité. Or, l'austérité, au contraire, on l'a vu, l'expérience de l'ajustement structurel nous a montré que ça a fait régresser le tissu productif de ce pays. Alors que la demande, justement, qui serait créée par un certain niveau de vie des travailleurs, favoriserait le développement de notre tissu productif. On a tendance à dire dans ce pays, par exemple, que les Algériens sont gavés de subventions. Il faut, par exemple, il s'agit de prendre le niveau du PIB consacré à l'éducation en Algérie est inférieur à celui du Maroc ou de la Tunisie. Il faut savoir que le niveau, la part de PIB consacrée à la santé, les dépenses globales de santé en Algérie sont inférieures à celles qui sont consacrées en Tunisie et au Maroc. D'où tenez-vous ces chiffres? Eh bien, je vous renvoie à un spécialiste des questions sociales, Nourdine Bouderba, qui a l'habitude de travailler sur ces questions, qui intervient régulièrement dans les médias sur ces questions et qui a fait un certain nombre de comparaisons qui sont tirées des chiffres de la Banque mondiale ou du FMI. Certains datent peut-être de 2008 parce que c'est les seuls qui sont disponibles à titre de comparaison, mais voilà, ces chiffres sont disponibles. Dans votre système de proposition, où placez-vous l'entreprise et en tant que force créatrice de richesse? Alors, aujourd'hui, le principal moteur, on va dire, de la croissance en Algérie, ça a été la commande publique. Il est évident qu'on ne peut pas compter que sur cette commande publique pour pouvoir développer notre économie. Le développement des relations entre les entreprises va permettre, entre autres, de favoriser, de remplacer une partie, va jouer le rôle de second moteur, on va dire, de cette croissance. Ça nécessite, entre autres, pour le développement de notre industrie, le développement des technologies transversales, etc. On va des applications dans les biotechnologies, vous avez évoqué la numérisation, etc. C'est ces technologies qui vont permettre, transversales, qui vont permettre de développer les rapports entre les entreprises. On va développer le marché interentreprise. Et le troisième moteur, que j'évoquais juste précédemment, c'est la consommation des ménages. Mais là encore, on a un problème. Tout simplement, c'est qu'une étude encore de l'ONS nous montre bien qu'il y a de plus en plus d'inégalités dans la consommation des ménages. Et c'est un facteur de blocage du développement même des entreprises. Alors, ils sont les consommateurs, les ménages sont les consommateurs de la production des entreprises. Abdelkrim Boundra, vous l'avez entendu, alors sur ce système de proposition, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que ça pourrait être de bonnes propositions à engager ou pas? C'est-à-dire, certainement, il doit y avoir beaucoup de bonnes choses dans ce qu'a dit Siteggia. En même temps, quand on parle d'économie, c'est bien d'être factuel, c'est-à-dire de raisonner en économiste. Il faut marier peut-être les idéaux et les faits. C'est-à-dire, non, les faits sont têtus. Après, on peut avoir d'autres objectifs, d'autres ambitions, mais il faudrait poser les éléments de l'analyse économique. Que nous disent ces éléments? Ils nous disent que l'Algérie est un pays qui vit essentiellement de la production d'hydrocarbures. Et il se trouve que cette production est appelée à stagner, pour ne pas dire à baisser, en termes de quantité. Cette production d'hydrocarbures est dépendante des prix que nous ne maîtrisons pas. Et à côté, on a une consommation de ces mêmes hydrocarbures qui est en explosion depuis plusieurs années et qui semble incompressible. Ce qui fait qu'il arrivera un moment où nous aurons de moins en moins d'hydrocarbures à exporter. Nous sommes en train de nous rapprocher dangereusement de ce point d'intersection. Arriver à ce point d'intersection, cela veut dire compenser ce que nous faisions, nous exportions par les hydrocarbures, par autre chose. Et ça, ce n'est pas chose aisée, c'est-à-dire faire quelques milliards d'exportations en hors hydrocarbures, il faut se réveiller tôt le matin et c'est des réformes qui sont assez lourdes. Voilà un peu les données. Alors, pour revenir au point sur Yacine, je pourrais apporter peut-être quelques compléments. À notre avis, ce n'est pas factuel de dire que les pouvoirs publics n'ont pas redistribué en Algérie. C'est-à-dire, si nous comparons un peu... Je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas redistribué, j'ai dit qu'on a l'habitude de dire que les Algériens sont gavés de subventions, c'est différent.
J'ai pas dit qu'il n'y a pas une redistribution. Ils défendent, les Algériens se battent pour défendre un système de redistribution. Oui, alors l'indice de développement humain nous dit qu'on est dans le top 10. C'est d'ailleurs l'une des rares comparaisons internationales où on est bon. Ça veut dire que ça peut expliquer aussi la pérennité de ce système politique, c'est qu'il a intéressé les différentes couches sociales à mal ou de manière inégale, mais il l'a fait. C'est-à-dire, on observe ça dans les dépenses de santé, on observe ça dans l'éducation, on observe ça dans la subvention des produits de première nécessité, dans des tas de choses. Donc, c'est pas très correct de dire que il n'y a pas eu de redistribution. Encore une fois, je dis il y a de la redistribution. J'ai pas dit ça. Et il y a même de la redistribution vers d'autres milieux. Le patronat est un bénéficiaire de la redistribution. Ah oui, je suis parfaitement d'accord. Quand 50 milliards de dinars d'allocations familiales sont pris en charge par l'État, alors que depuis 2005, l'ensemble des organisations patronales se sont engagées. Vous avez raison, mais il n'y a pas des bons et de mauvais élèves. C'est-à-dire les redistributions indues sont mauvaises. Que celui qui les prenne s'appelle patron, ou que celui qui les prenne s'appelle un citoyen oisif. C'est là peut-être où les limites de l'action politique, c'est des choix, c'est pas des limites. C'est ce que je voulais dire, pour rester factuel. C'est que aujourd'hui, nous avons un problème d'incapacité à soutenir ce modèle. C'est pas à la limite, on peut considérer que c'est bon de donner des subventions, mais on ne pourra plus le faire. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'on est d'accord ou pas d'accord, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des indicateurs de dangerosité sur l'insoutenabilité de ce modèle. Et pouvoir changer, c'est ça un peu ce qu'on exportait 200 produits hors hydrocarbures il y a quelques années quand on avait fait les rapports Nebni. Il faut passer à 1000 ou 1200 ou 1400 si on se compare au concurrent le plus proche. C'est énorme. Si pendant 50 ans on n'a pu placer que 200 produits, 186 si ma mémoire est bonne, il faut en placer 1000 ou 1500. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut placer. Donc c'est ça l'équation, c'est que il faudrait que les Algériens comprennent, tous comme nous sommes, que au-delà, encore une fois, de ce dont quoi nous rêvons, et nous rêvons tous d'une Algérie plus juste, plus équitable, plus sociale, et chacun peut-être avec des nuances, mais il faudrait qu'on raisonne comment on pourrait soutenir ça. Aujourd'hui, nous avons un modèle économique en panne, dangereusement en panne. Vous avez raison de pointer du doigt un certain nombre d'anomalies, je suis d'accord avec vous. Maintenant, ne nous trompons pas d'analyse, je ne fais pas allusion à ce que vous dites, c'est-à-dire des fois nous voyons circuler des analyses qui au lieu de pointer la montagne, pointent le doigt. Colline. Exactement. Sur la reconfiguration des mesures de subventions, sur les subventions, est-ce qu'il y a moyen, comme pour vous quand même, de revoir les choses comme cela a été proposé, de donner à ceux qui en ont réellement besoin et de ne plus donner à ceux qui n'en ont pas trop besoin. Et bien sûr qu'il s'agit de les repenser. Il faut repenser l'ensemble, c'est-à-dire à la fois des salaires, des subventions et de la plus-value, du fond de la fiscalité, etc. Donc tous ces aspects-là, mais faisons-le de manière intelligente, de manière, par exemple, à ne pas toucher le niveau de vie des Algériens. Je vais prendre un exemple pour illustrer. Oui, il y a des subventions budgétivores en matière d'énergie. Alors, je vais parler de la consommation des ménages, pour commencer. On vient de lancer depuis 15 ans des plans pour la construction de 2 millions ou 3 millions de logements. Est-ce qu'il n'était pas possible de mettre ces logements à des normes thermiques ? Plutôt que de distribuer l'argent sous forme de subventions sur l'énergie, on aurait mis une fois pour toutes l'argent dans des normes thermiques et on aurait économisé une facture d'énergie. On subventionne l'énergie dans le sud algérien. Ne doit-on pas plutôt subventionner la mise en place du photovoltaïque, du solaire dans tout le sud algérien? Et on résout une fois pour toutes. Voilà des solutions intelligentes qui n'atteignent pas le niveau de vie des Algériennes et des Algériens et en même temps qui prennent en charge à la fois des aspects écologiques et économiques. Donc c'est le développement durable, c'est précisément ce sur quoi nous voulons engager l'Algérie. Abdelkrim Baudela, par quoi il faut commencer tout de suite selon vous pour tenter de
freiner ce système déclinant? Je vous renvoie au rapport Abda qu'on a publié il y a plus d'une année, et il faut arrêter les gaspillages. C'est-à-dire, d'abord, le gouvernement doit réfléchir sérieusement à rationaliser les dépenses publiques, ne pas continuer sur les projets qui sont douteux ou inefficaces, et c'est le premier signal qui doit être fait. Si Teguia parlait de revoir les subventions, c'est une bonne direction, encore que là, c'est une réforme difficile. Parce que ce qu'on a dit en tant que Nebni, c'est que on a beaucoup de visions, beaucoup de rêves, nous les traiterons au niveau d'Algérie rêvée, mais si on revient aux politiques publiques aujourd'hui, il faudrait prendre acte que peut-être que nous n'avons pas de grandes capacités. C'est-à-dire concevoir des plans d'urbanisme, de réfléchir de manière intelligente sur l'habitat de ce type, est au-dessus de nos moyens actuels. Il ne faudrait pas fantasmer et penser que nous pouvons le faire. On ne l'a pas fait et on ne le fera probablement pas de sitôt. Donc, il faudrait peut-être réfléchir à côté de l'arrêt des gaspillages, à entamer des réformes difficiles, et celles dont vous avez fait allusion, c'est-à-dire les transferts ciblés, c'est-à-dire réfléchir à comment là mettre plus de justice sociale, parce qu'aujourd'hui, il faut acter que ces subventions profitent à des gens qui n'en ont pas besoin et que c'est antisocial. Je préfère garder le même montant à la limite et le donner qu'aux catégories les plus nécessiteuses. Mais ça, ce n'est pas des réformes qu'on fait du jour au lendemain. C'est des réformes sur lesquelles il faut des pilotes, sur des wilayas, il faut travailler sérieusement pendant 2-3 ans pour faire un retour d'expérience et généraliser après. Donc, le temps joue contre nous, et encore une fois, il faut aussi s'organiser. Ce qu'on avait proposé au niveau de Abda, c'était de créer ce qu'on avait appelé une delivery unit au niveau de la chefferie du gouvernement pour qu'il y ait un pilotage cohérent de ce plan d'urgence. Là, des ministères qui chacun tire de son côté, ça ne met pas de l'ordre dans tout cela. Dans tout cela. Voilà, donc on vient d'écouter Abdelkrim Boudra. Pendant que vous sembliez tousser, est-ce que ça vous donne de l'allergie, les mesures de Nebni, ou est-ce qu'elles sont, elles sont relativement Je peux partager correctes? le souci exprimé par Nebni concernant les subventions et la nécessité de mesurer l'impact du retrait de ces subventions. On a déjà une expérience, pardon, depuis un certain nombre d'années, les subventions ne cessent de baisser. Il faudrait identifier l'impact sur les différentes catégories de la société pour pouvoir prendre des mesures différenciées en fonction des différents besoins et des conséquences qu'auront le retrait de ces subventions. Mais il me semble que la meilleure manière de faire, au final, c'est d'améliorer les salaires, que ce soit par le travail que les gens puissent subvenir à leurs besoins. C'est la meilleure, c'est la solution la plus digne. Les Algériennes et les Algériens y aspirent. Les Algériennes et les Algériens qui vont dans l'immigration savent qu'ils vont vivre de leur travail. S'ils voulaient vivre de subventions, ils pourraient vivre en Algérie éventuellement. Mais le simple fait qu'ils choisissent d'aller dans des pays où ils ne pourront vivre que de leur travail, c'est l'expression de leur disponibilité, de leur volonté, de leur désir, de leur rêve de pouvoir vivre dignement de leur travail. Vous êtes partant pour un système basé sur la réelle méritocratie, quoi, qui est... Tout à fait, sur le mérite, sur l'intelligence, sur le travail, sur la créativité. Et Dieu sait combien les Algériennes et les Algériens en sont riches. Voilà. Malheureusement, tout ça est bridé. Et ça commence à l'école. Ça commence à l'école. C'est-à-dire, au lieu de développer justement les talents de chacune et de chacun de nos enfants, on a plutôt tendance à leur demander d'être plutôt conformes à un modèle. D'accord. Voilà. Vous êtes pour installer un esprit de compétition et pour en finir un peu avec l'égalitarisme ambiant qui freine un peu parfois les choses. Non. Je fais une différence entre l'émulation et la compétition. Voilà. Je pense qu'effectivement, il faut pousser, promouvoir l'effort, mais ce n'est pas la compétition des uns contre les autres. C'est la solidarité. C'est ça, c'est cette intelligence-là qu'il faut mettre en commun. C'est pas simplement il va falloir que je tue mon voisin pour pouvoir survivre. Non,
Au contraire, c'est comment trouver des solutions pour que nous puissions tous vivre dignement ensemble. Et si possible, si les Algériens n'y croyaient pas, ils auraient renoncer à se battre pour arracher un certain nombre de droits, comme ils le font chaque jour. Est-ce que le niveau général de la population est prêt à cela, comme le niveau général de nos pouvoirs publics? Je pense que c'est ce qui se passe ailleurs, dans les pays vers lesquels se dirigent les Algériennes et les Algériens quand ils immigrent. Oui, mais ça demande du temps pour arriver à cela. Ah, bien sûr. Et on a pris beaucoup de retard. Pour mon courant politique, le MDS, héritier depuis longtemps du Pax et de Tahdi, ça fait des années, ça fait des décennies que nous alertons sur la nécessité de rompre avec la rente. Justement, votre parti politique, vous l'appelez mouvement, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui en termes de suivi, de militants, d'adhérents Alors, de ce point de vue-là, nous sortons d'une longue crise suite à la disparition de l'Hajj Sharif. Mais vous savez bien qu'en Algérie, la possibilité d'évaluer la réelle implantation d'une organisation politique, elle peut difficilement se faire sur la base électorale. Oui. Et ensuite, l'accès aux médias, je suis content d'être invité aujourd'hui, mais pour ma part, c'est la première fois que je viens sur un plateau de télévision, et je vais reprendre l'Hajj Sharif. Dans toute sa carrière politique, il aura passé 2 fois à la télévision. Pourquoi c'est-à-dire sur des décennies. Je parle de décennies. Et donc, même ces films, j'avais évoqué tout à l'heure le fait qu'il était réalisateur, ont été censurés. C'est pour vous dire que, voilà. Et que quand vous allez faire du travail de militant dans la rue, c'est-à-dire coller des affiches ou distribuer des tracts pour rencontrer la société, vous vous retrouvez immanquablement au commissariat. Donc c'est évident que c'est difficile de faire une évaluation légitime et juste de ce que peut représenter la base aujourd'hui militante de n'importe quel parti en Algérie. En tout cas, pour votre personne... Le clientélisme est roi encore. Pour votre personne sur notre plateau, vous me paraissez tout à fait sympathique et je pense que nos téléspectateurs vous apprécieront. J'espère bien. Alors, donc, on a dit qu'il fallait avancer et faire avancer les rêves. Est-ce que tout le monde est prêt à faire cela aujourd'hui? Tant, d'abord, au niveau de notre exécutif, de notre administration, qui est quand même solide sur ses positions bureaucrates, et puis la population aussi, qui gagnerait aussi à participer aussi à ce jeu. Je pense que... à ce jeu qui est un véritable enjeu. Oui, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, je ne peux pas me résoudre, en tout cas au niveau du collectif Nebni, que les citoyens algériens ne seraient pas à l'écoute d'une véritable volonté de réformer profondément ce qui ne va pas. Je ne pense pas que... Est-ce que tout le monde va dans la même direction ? Tout le monde s'adapte par rapport au jeu d'acteurs en position et à ce qui est proposé. Si vous me proposez le pire en tant que citoyen, à titre individuel, non organisé collectivement, je vais essayer de m'adapter. Mais si demain vous me proposez le mieux, je pense qu'aussi je vais adapter le peuple algérien, les citoyens algériens, pour utiliser un terme qui nous convient un peu mieux, je pense, seraient, comme tous les peuples et les citoyens du monde, à l'écoute de solutions sérieuses qui viendraient de la part de leurs gouvernants et de la société politique. Donc pour la société, je n'ai aucun doute au niveau du sondage d'Algérie rêvée. On a eu des belles réactions, des projets d'Algérie profonde, de jeunes. Non, parce que quand on voit certains comportements civiques tous les jours, on se pose des questions aussi sur la volonté... Ah non, c'est pas pour dire que l'Algérien, il est parfait, il est beau, il est gentil. C'est une question, encore une fois, de politique publique qui peuvent plutôt inciter ou même coercitif pour certaines. Maintenant, là où peut-être qu'il y a un décalage, c'est au niveau de la société politique et des gouvernants en premier lieu. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils osent des vraies réformes, qu'ils osent la redevabilité, de rendre des comptes, d'être sérieux dans la documentation des politiques publiques, de les partager avec les acteurs politiques, d'activer le rôle du Parlement, d'activer le rôle de la société civile et ensemble d'aller vers ces solutions. C'est ce que nous essayons de proposer pour qu'on évite justement le scénario du pire, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de l'équation économique. L'équation économique nous pousse immédiatement vers l'endettement international et vers les conditions
conditions qui viennent avec. Il n'y a pas d'autre miracle. Est-ce que, puisque vous visez donc les décideurs, est-ce que ces décideurs doivent impérativement se remettre en cause ? Bien sûr, mais comme la société politique et la société civile, nous avons des schémas qui probablement ne sont plus opérants pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire, il faut... Probablement ou certainement probablement en langage diplomatique. C'est-à-dire, encore une fois, ça ne marche pas. C'est l'autre nom de la langue de bois. C'est-à-dire, oui, bon, la langue de bois, oui, probablement. On est sur un plateau de télé chez Reda. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire, si ça marchait, nous avons des indicateurs économiques qui sont au rouge, qui sont mauvais, ça ne progresse pas à tous les niveaux. Donc on doit avoir quand même l'humilité de reconnaître que ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que rien n'a été tenté. Encore une fois, je nuançais ce point de vue. Et pour revenir au risque de paraître un peu plus à gauche du MDS, là je reviens sur un point, c'est qu'au collectif Nebni, nous insistons beaucoup sur un peu la dimension sociale, c'est-à-dire la nature sociale de l'État algérien. C'est-à-dire il faut être très vigilant et justement, il faut éviter que demain on soit dans des configurations où nous devons céder sur ces questions-là. Nous devons accompagner les couches sociales défavorisées. C'est ce qui nous semble être un peu le modèle de l'État algérien pour lequel nos aînés se sont battus. Mais est-ce qu'on a trouvé le moyen de le faire? Parce qu'il n'est pas facile d'opérer là. On le fait de la pire des manières, c'est-à-dire de la subvention du gaspillage indéterminé, indifférencié, et c'est contre-productif. Nous proposons, ce qui a marché dans beaucoup de pays, d'entamer calmement, dans la durée, les transferts ciblés tels qu'on les a expliqués à plusieurs reprises. Alors, les décideurs doivent se remettre en cause, je suppose, rapidement? Il faut les aider. Il faut les aider, ça signifie prendre le pouvoir, tout simplement. C'est-à-dire que les Algériennes et les Algériens doivent s'emparer des institutions. Ils doivent faire en sorte que les institutions soient à leur service, en assurant la promotion de celles et de ceux qui prennent en charge leurs aspirations. Alors, pour prendre le pouvoir, il faut se présenter aux élections. Cela suffit-il? Alors oui, même si certains continuent aujourd'hui à parler d'une transition qui est une forme de négociation. Et encore faut-il être suivi. Alors oui, bien sûr qu'il faut se battre pour être suivi. C'est le rôle des organisations politiques, justement, que de convaincre la société qui pourront être les meilleures représentantes et les meilleurs représentants. Pour ce qui est du MDS, il s'agit tous les jours d'aller à la rencontre des citoyennes et des citoyens. Et le meilleur lieu où les rencontrer, c'est là où ils se battent. C'est là où ils se battent et c'est là où ils vérifient l'engagement de ces différentes forces, c'est-à-dire la sincérité de leur prise en charge de leurs revendications. Vous disiez que vous étiez peu ou très peu invité sur les plateaux de télé ou de radio. Est-ce que vous êtes écouté par les... Est-ce qu'on vous associe à certaines décisions? Est-ce qu'on vous invite à discuter, tout au moins, au niveau de l'exécutif? Alors, rarement. Pas du tout depuis certaines années. On a pu être invité en particulier à la conférence économique et sociale qui avait été organisée à l'époque du président Zerouel, où je pense que la contribution de l'Aïch Michlif a été très appréciée. Elle faisait d'ailleurs le lien entre les exigences de changement économique et social et les exigences de changement au plan politique et idéologique. Certaines des propositions peuvent paraître radicales et peut-être qu'elles expliquent que nous ne soyons pas invités, comme par exemple ça a été le cas de nombreuses organisations politiques et personnalités à l'occasion de la réforme de la Constitution. Nous n'avons pas été invités. Peut-être que notre volonté de demander l'abrogation de l'article 2 de la Constitution, de faire un certain nombre qui proclame que l'islam est religion d'État. L'islam est la religion de la société algérienne, pas de l'État. L'État n'a pas à s'emparer de la religion. Et on voit bien quel usage il peut en faire en ce moment quand on voit la tournée d'un ancien ministre dans des lieux de culte. Il faut séparer le politique du religieux. Donc voilà. Par contre, pendant ce temps-là, on a invité un égorgeur. Oui, mais cela dit, assumer ces rencontres sur la Constitution. Cela dit, sur cet article 2 de la Constitution, visiblement, il y a assentiment de la population, un assentiment large. En faveur du changement.
une enquête, puisqu'on évoque, on évoque l'étude qui a été faite par Nebni. On peut évoquer une autre étude qui a été faite sur cette question, qui disent que 40% des Algériens sont favorables à la séparation du politique et du religieux. C'est qui a fait cette étude? Alors, ça a été publié dans un journal, El Watan. Le Créa. Voilà, alors voilà. Donc, on est devant des réalités qui évoluent. On a une société qui évolue beaucoup plus rapidement que la classe politique. Et ça, c'est positif. Non, c'est pas positif dans le sens où la classe politique est à la remorque de la société et contrarie les avancées de la société. C'est-à-dire, au lieu de faire de ces avancées de la conscience dans la société un point d'appui pour aller vers des réformes audacieuses, on a une classe politique qui est pratiquement en train de comploter pour se revendiquer des archaïsmes de la société pour dire non, il ne faut surtout pas avancer. La société, effectivement, a aussi des archaïsmes, mais la tendance générale de la société, c'est son aspiration au progrès, au changement, à l'amélioration de sa situation en matière économique, mais aussi en matière de droits et libertés. Le malaise, pour vous, il est avant tout politique? Pour nous, c'est OMDS, le maillon politique et le maillon décisif. C'est celui qui entraîne l'ensemble de la chaîne. Il ne peut pas y avoir de changement économique s'il n'y a pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, de changement à l'intérieur des institutions politiques. C'est elle qui décide du contenu et du rythme du changement politique. Si nous avons au pouvoir une classe politique qui refuse ce changement, il est évident qu'il sera contrarié. Il dispose des instruments de l'État. Ce n'est pas rien. Aussi bien des instruments positifs qui permettent d'agir, c'est-à-dire la possibilité de faire une loi de finances, de faire un certain nombre de politiques, de faire avancer la législation, mais aussi les moyens de répression pour contrarier toute forme d'expression qui viendrait revendiquer des changements. Mais l'intelligence d'un système politique, c'est peut-être un système politique qui souhaite se maintenir. Parce que force est de constater qu'à travers le monde, tout pouvoir politique essaye de se maintenir. Mais l'intelligence n'est-elle pas d'essayer, à travers les bonnes décisions qui plairont à la population et qui feront avancer les choses, de trouver le moyen de composer à la fois la bonne position pour le peuple et pour l'économie, et en même temps pour essayer de se maintenir et de montrer que les bonnes décisions ont été prises pour que le système reste en place, sauf s'il en est incapable. Je pense que l'intelligence, c'est d'utiliser tous les moyens qui sont disponibles. Malheureusement, on peut être tenté d'utiliser aussi les moyens de la répression pour se maintenir. Quand je dis répression, ce n'est pas forcément une répression qui peut se faire de manière violente. Quand on contrarie, par exemple, pour le MDS, la tenue de son congrès pendant de longs mois, c'est une manière de se maintenir, c'est un moyen de répression. Dans votre position, vous êtes seul ou d'autres partis politiques ne sont pas sur la même ligne économique, en tout cas de politique économique, que vous, avec qui vous pourriez faire alliance? Alors, pour être plus représentatif, parce qu'on peut vous reprocher de ne pas être représentatif. Alors, on peut le reprocher, le reproche pourra vite être retourné. Je n'ai pas de souci là-dessus et je pense que l'ensemble de la société algérienne ne se fait guère d'illusions sur les qualités de représentation de notre classe politique. Donc, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit en réalité des arguments, des projets. Il s'agit de discuter de ça. Et quand on n'arrive pas à s'entendre, il y a un moyen qui s'appelle la démocratie. On départage les gens par le suffrage universel. Et ensuite, quitte à devoir faire des alliances si aucune majorité ne se dégage dans les institutions. Mais on est devant ça. Le débat, il y a un moment pour le débat, mais si le débat n'aboutit pas à un consensus, et ce n'est pas sa vocation définitive au débat, d'aboutir obligatoirement sur un consensus. Il peut y avoir des choix tranchés, clivants, qui peuvent être faits par la société. Donc, les changements économiques doivent aussi passer par l'écoute et par la démocratie. Je voudrais vous donner juste un court dernier mot et vous parlez des rêves des Algériens, par exemple. Alors, les rêves des Algériens, nous commençons un long projet. Donc, j'invite ceux qui sont intéressés à nous rejoindre pendant des Saharat de Ramadan et sur le site nebni.org et la page Facebook Nebni 2012. Ce qu'il faut aussi faire évoluer, c'est les modes de pensée de ces acteurs. C'est-à-dire, si on pose votre question au gouvernement, il pense qu'il est en train de faire les meilleures choses. Et je pense que beaucoup de ces ministres sont sincères dans ce qu'ils font. Mais les modes de pensée qui irriguent les gouvernants, la société politique, la société civile et les citoyens ne sont peut-être pas les bons. Je vous remercie tous.
tous les deux. Ça a été chaud, hein? Merci Reda. Merci, merci Tant à que ça. vous. Et je voudrais qu'on en reste aussi avant tout sur les rêves des Algériens. Et je vous invite tous, grands et petits, à porter les meilleures imaginations qui soient. Et je vous invite d'ailleurs à écouter cette chanson pour terminer. Imagine. À samedi.